Donc, on va commencer notre visioconférence telle qu'elle était prévue. Donc, le contenu de cette visioconférence concerne les métiers du social qui sont en lien avec le BTS SP3S, services et prestations du secteur sanitaire et social. Donc, on va commencer par se présenter, donc les unes et les autres. Donc, me concernant, je suis Magali Adam, directrice adjointe du lycée du Bon-Sauveur. Et je suis également enseignante au sein de cette formation, plus particulièrement en seconde année. Et on vous présentera après les unes et les autres ce que l'on y fait de façon concrète. Donc je donne la parole à mes collègues. Julie Jauré, je suis également enseignante au sein du BTS SP3S en deuxième année. Pauline Pétry, donc je suis enseignante en sciences et techniques médico-sociales en première année, BTS première année. Aline Simon, et je suis enseignante en BTS SP3S première année. Bonjour, je m'appelle Léo Bouton, je suis en première année du BTS SP3S. Bonjour, je m'appelle Marie Manel, je suis étudiante au sein du BTS SP3S en première année. Alors, nous avons décidé de garder nos masques. Donc, c'est un peu dommage sans doute pour vous qui êtes en face, mais protocole sanitaire oblige, on est 6 autour de la table, donc on aimerait bien que chacun d'entre nous puisse rester en bonne santé. Donc voilà, ce sera comme ça pour la durée de la visite. Merci de votre compréhension. Alors, nous allons vous présenter le BTS SP3S, qui s'intitule Services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux. Alors, sur cette première diapositive, les étudiantes ont choisi de poser une photographie de l'établissement, afin que nous puissions vous présenter de façon assez succincte l'établissement. Donc, le lycée du Bon-Sauveur est à la fois un lycée professionnel et technologique. On a cette double particularité. Au niveau du nombre d'élèves et d'étudiants, il y a 450 élèves à peu près sur l'établissement, dont 90 étudiants. Donc, un effectif qui peut varier d'une année sur l'autre, mais on est aux alentours de ce nombre-là chaque année. Au niveau de notre pôle étudiant, nous avons 2 BTS qui sont représentés sur l'établissement, donc le BTS Tourisme et le BTS SP3S, sur lequel nous allons nous attarder un peu plus particulièrement. Notre établissement est positionné en centre-ville, ce qui permet quand même aussi, par rapport aux étudiants, on va dire une vie assez facilitée. Un parc locatif qui est adapté à la demande. Au niveau du parc locatif, à l'intérieur de l'établissement, nous avons une vingtaine de chambres étudiantes qui sont toutes autonomes. Ces chambres étudiantes donnent la possibilité aux jeunes d'avoir des aides au niveau de la caisse d'allocation familiale. Maintenant, à côté de nos chambres étudiantes, il y a également 2 foyers de jeunes travailleurs qui sont à proximité de l'établissement. Et puis, en parallèle et en complément, il y a également des locations multiples qui sont à disposition de l'ensemble des étudiants. Donc, se loger sur Saint-Lô, quelque chose qui est quand même plutôt facile. Au sein de l'établissement, nous avons mis en place, il y a déjà quelques années, une cafétéria qui est un lieu qui est réservé aux étudiants, un lieu qui leur est propre et dans lequel ils peuvent déjeuner tous les jours. Les étudiants de l'établissement bénéficient bien évidemment d'un statut qui n'est pas le même que celui des lycéens, et heureusement, c'est ce qui leur permet aussi d'avoir leur identité au sein de l'établissement. Il y a un contrat éducatif, bien évidemment, qui les lie à la formation. Et dans ce contrat éducatif, je me permets d'insister sur un point important qui peut aussi faire la différence avec d'autres formations qui sont peut-être plus universitaires, c'est l'assiduité. L'assiduité est quand même quelque chose qui est important à notre niveau, parce que pour suivre convenablement une formation de BTS, pas que, mais en tout cas on va parler de celle-ci, et la réussir surtout, l'assiduité est une condition qui est complètement incontournable. Donc, on est assez vigilant par rapport à ce point-là.
Les étudiants, bien évidemment, peuvent bénéficier des bourses étudiantes via le Crous, donc avec une procédure qui leur sera expliquée au niveau de leur établissement actuel. En cas de terminale, il y a toute une partie qui permet donc de se renseigner à ce niveau. Les formations étudiantes BTS SP3S, comme l'ensemble des formations BTS, eh bien, sont à la fois donc une alternance entre de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel technologique. C'est ce qui en fait leur spécificité et c'est ce qui en fait aussi leur intérêt. Et c'est bien souvent pour cette raison que des étudiants donc choisissent de suivre ce parcours. Donc, les étudiantes présentes vous détailleront ultérieurement donc, le contenu de la formation par rapport à ça. Et donc, pour terminer donc, sur cette présentation globale, un point sur l'effectif de cette formation. Donc, c'est une formation qui est contingentée. Hein, donc, nous avons des obligations à respecter en matière de recrutement. Donc, le détail de recrutement viendra ultérieurement. Mais en matière d'effectifs, donc, la classe de première année comme la classe de deuxième année est composée donc entre 18 et 20 étudiants au maximum. Nous n'avons pas la possibilité d'aller au-delà de 20 étudiants. Donc, voilà hein, pour la présentation. Donc, s'il y a des questions ultérieurement, eh bien, vous les poserez ensuite, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons vous présenter le BTS. Dans un premier temps, nous vous présenterons le BTS SP3S, qui est une formation qualifiante. Puis, nous vous présenterons le contenu de cette formation. Ensuite, nous vous expliquerons comment rejoindre le BTS SP3S au sein du lycée Les Conceveurs. Et ensuite, nous vous expliquerons les poursuites possibles après ce BTS. Pour commencer, nous allons présenter le BTS SP3S, qui est une formation reconnue par les professionnels au jour d'aujourd'hui. Donc, le BTS SP3S est une formation qualifiante qui se fait en 2 ans. Donc, sur ces images, vous pouvez voir nos salles de cours, puisque lors de ce BTS, nous acquérissons des compétences administratives et donc pour cela, nous sommes obligés de travailler avec des outils informatiques. Donc, les heures de cours sont réparties de la façon suivante. Donc, nous avons 26 heures par semaine, comprenant une plage horaire de DS le mercredi et également des heures de cours sur 2 heures qui nous permettent de réaliser des TD. Et nous avons action professionnelle un vendredi sur 2 à peu près. Donc, lors de la deuxième année, donc, il y a des modules qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Donc, en tout, nous avons 26 heures de cours hebdomadaires. Et donc, nous avons plusieurs plages de TD par semaine et les plages de devoirs surveillés sont maintenues. Alors, je me permets de reprendre la parole pour les emplois du temps. Donc, la plage de devoirs qui est posée là le mercredi, c'est propre à cette année. Donc, d'une année sur l'autre, cette plage de devoirs, elle peut être positionnée sur une autre journée. Et ce ne sont pas des devoirs qui ont lieu forcément de façon régulière. Donc, il y a un planning qui est fait en début d'année. Les étudiants ont connaissance de ce planning dès la première semaine de cours et ainsi peuvent s'organiser, notamment si, s'ils ont trouvé un petit travail, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'étudiants qui ont un petit travail à côté. Donc, cette organisation est possible grâce à des emplois du temps qui sont donnés suffisamment tôt à l'avance. Donc, au même titre que l'emploi du temps de cette année, première année comme deuxième année, vous voyez que le vendredi après-midi est libéré. Donc là, d'une année sur l'autre, il n'est pas forcément libéré. Et donc, cette année, en première année, il n'est pas libéré non plus tous les vendredis après-midi, puisque assez régulièrement, il y a également un cours qui peut venir se positionner. Tout ça pour vous dire que voilà, ce ne sont pas des emplois du temps qui sont figés. Donc, d'une année sur l'autre, ça peut bouger. Et il est important aussi, étudiants oblige, on attend aussi des étudiants une certaine adaptabilité. C'est-à-dire qu'il y a des modules qui, pour une raison X ou Y, peuvent se retrouver positionnés donc un mercredi matin ou un vendredi après-midi, alors que ce n'est pas l'emploi du temps de départ, mais pour des raisons d'organisation, pour des raisons d'opportunité, hein, de terrain, pour aller à la rencontre d'un professionnel, pour qu'un professionnel vienne à notre rencontre, eh bien, on peut être amené à modifier quand même
cet emploi du temps. Alors, ce n'est pas quelque chose qui arrive relativement régulièrement, mais c'est important que les étudiants donc, aient à l'esprit cette notion d'adaptation qui est de toute façon nécessaire, y compris dans leur future vie professionnelle. Durant ces 2 années de BTS, nous avons 2 périodes de stage. Donc, en première année, qui est composée de 6 semaines et qui nous permet de découvrir l'environnement professionnel et également d'observer et de mettre en œuvre des activités. Et en deuxième année, 7 semaines de stage et permettant d'impliquer les étudiants à travers la mise en œuvre d'un projet au sein de la structure. Et donc, ces stages nous permettent de mettre du sens justement à l'intérêt du BTS. Alors peut-être aussi un petit complément sur les lieux de stage qui sont possibles. Alors déjà, les lieux de stage sont recherchés par les étudiants. Donc, une démarche personnelle, on les accompagne bien évidemment, mais la démarche reste quand même une démarche individuelle. Et les lieux de stage donc, sont des lieux qui sont porteurs derrière des métiers dont on va vous parler un petit peu plus tard dans la visioconférence. Donc, on peut avoir comme lieu de stage, par exemple, la caisse primaire d'assurance maladie, on peut retrouver toutes les mutualités sociales, on peut trouver des assurances, bien évidemment, on peut trouver des centres hospitaliers ou des cabinets médicaux. On peut trouver aussi le monde associatif avec des associations qui gèrent des chantiers d'insertion, par exemple, des associations spécifiques comme l'Association des paralysés de France, qui est aussi un lieu de stage qui est assez sollicité par nos jeunes. On peut avoir des structures donc, de protection sociale comme Pôle emploi, par exemple, qui est aussi un partenaire. Donc, il y a une multiplicité de lieux possibles sur le territoire saint-lois, mais pas que. Et j'en profite pour positionner un point important qui est la mobilité. Hein, on attend quand même aussi une certaine mobilité de la part des jeunes parce que, en effet, trouver un stage à proximité de l'établissement scolaire pour tous les jeunes n'est pas forcément quelque chose de possible. Donc, voilà, il y a un accompagnement qui se fait, on donne des pistes bien évidemment, les jeunes ne sont pas complètement lâchés dans la nature, mais il y a quand même cette mobilité sur laquelle voilà, on doit travailler en amont pour s'assurer à un moment que les stages puissent avoir lieu puisqu'ils sont obligatoires. Donc, maintenant, nous allons vous présenter le contenu de la formation en détaillant chacun des modules. Donc, tout d'abord, il y a le module A, qui est le module institution et réseau. Donc, lors de ce module A, nous abordons les cadres politiques, juridiques et financiers des établissements sanitaires et sociaux. Et ce module A s'étudie seulement en première année. Donc, le module B, qui est le module public, nous permet de présenter la situation en France sociodémographique à partir d'études de contexte, d'un point de vue sanitaire et social, et également de mettre en évidence les inégalités et le rôle des institutions pour y remédier. Le second trimestre nous permet une approche davantage sociologique et d'aborder différents concepts comme les identités sociales, l'intégration. Ensuite, il y a le module C, donc, qui s'intitule prestations et services. Où nous étudions les différentes prestations et services selon les publics concernés, donc, comme les personnes en situation de handicap, la famille ou les enfants. Et nous découvrons aussi le système d'assurance sociale et d'action sociale. Donc, le module D, qui est technique de l'information et de la communication professionnelle, nous permet d'aborder le cadre juridique et professionnel de la communication et de la protection des informations. On développe des compétences afin de maîtriser la réalisation de supports de communication orale, écrite et visuelle, comme des affiches, des schémas ou des tracts. Ensuite, il y a le module E, qui s'intitule ressources humaines. Donc, lors de ce module, on étudie le fonctionnement des organisations et des spécificités des structures sanitaires et sociales. On travaille également sur le droit du travail et ce module s'étudie seulement en deuxième année.
Donc, le module F qui est technique de gestion administrative et financière. En première année, nous étudions la gestion documentaire administrative, c'est-à-dire les méthodes de synthèse et de veille. Également les techniques de recueil, de traitement et de stockage de données. Et nous apprenons à utiliser les logiciels comme Excel, Word et PowerPoint. Et également à réaliser des fiches de taille à travers Excel. Donc, pour le dernier module, c'est le module G, il s'intitule Méthodologie appliquée au secteur sanitaire et social. Donc, en première année, on découvre les techniques d'enquête et on les met en œuvre. Donc, avec par exemple la recherche documentaire, les entretiens d'investigation, les enquêtes par questionnaire et les observations. Et lors de la deuxième année, donc on doit comprendre et mettre en œuvre les étapes d'une démarche de projet et aborder la démarche qualité. Ensuite, par semaine, nous avons 2 heures d'anglais qui nous permettent d'acquérir du vocabulaire dans le domaine spécifique du sanitaire et social à travers des thèmes imposés. Nous réalisons des supports variés comme le tract qui est affiché. Donc, nous avons aussi la matière culture générale et expression. Lors de cette matière, nous étudions différents thèmes comme la musique ou le souvenir. Nous abordons des corpus de textes afin de réaliser des écritures personnelles. Et nous réalisons des activités variées, comme par exemple des scénettes, des exposés, mais aussi des carnets de voyage. Ensuite, nous avons projet et action professionnelle. C'est une matière que nous avons qui est une semaine sur 2, qui nous permet d'être accompagnés pour trouver notre stage, de rencontrer des professionnels et des anciens étudiants pour connaître les poursuites d'études et également réaliser différentes actions en lien avec les structures du domaine médico-social. Juste avant, excusez-moi, mais pour compléter par rapport au module, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que les modules interagissent entre eux et sont au service les uns des autres. Et c'est ce qui permet de donner du sens aussi à la formation aux élèves et ce qui leur permet de, quand elles disent les terrains de stage nous permettent de comprendre l'intérêt du BTS, c'est qu'elles vont pouvoir réintégrer tous ces modules dans leur terrain des stages. Quand par exemple elles parlent du module A avec institutions et réseaux, c'est un module qui va leur permettre de découvrir les différentes structures dans lesquelles elles vont pouvoir travailler, la législation qui gravite autour de ces structures. Elles vont y découvrir le public qu'elles vont pouvoir rencontrer aussi sur ces terrains des stages, et ça fait lien avec le module public, les prestations qu'elles vont pouvoir, les dossiers de prestations qu'elles vont pouvoir instruire pour les bénéficiaires qu'elles vont rencontrer. Enfin, vraiment, les modules interagissent les uns avec les autres et doivent être étudiés dans leur globalité et pas les uns à côté des autres sans relation entre eux. Et c'est le stage, justement, les stages qui permettent à un moment de faire comprendre aux étudiants ce côté d'interaction. Chose qu'ils peuvent avoir peut-être quelquefois du mal à voir pendant la formation. Et c'est pour ça que ces périodes d'immersion professionnelle sont très, très, très importantes et généralement, bien évidemment, très attendues de la part des étudiants. Maintenant, nous allons vous présenter les examens. Les examens se font seulement sur la deuxième année. Donc, certains se font en contrôle de cours de formation et d'autres se font en épreuves ponctuelles. Donc, par exemple, nous avons plusieurs épreuves orales. Donc, pour vous en citer une, nous avons le projet tutoré. Et en exemple d'épreuve écrite, donc, nous avons une épreuve qui relie trois différents modules, donc, qui sont prestations et services, publics et institutions et réseaux, donc, qui font l'ensemble d'une épreuve de 4 heures. Alors, au niveau du recrutement, le recrutement en classe de BTS, donc en tout cas au sein de l'établissement, donc fonctionne par le biais de la plateforme Parcoursup. Donc, il est important, bien évidemment, d'être
respectueux du calendrier que l'ensemble des professeurs principaux ou responsables de formation ont communiqué ou vont vous communiquer donc, prochainement. Donc, il y a toute une partie dossier à compléter avec un CV, avec des expériences multiples. Et puis, donc, il y aura la nécessité de joindre donc, sur cette plateforme donc l'ensemble des bulletins scolaires, puisqu'il y a bien évidemment donc, un profil scolaire aussi qui est attendu pour pouvoir rejoindre ce BTS. Une fois que nous aurons l'ensemble des dossiers des candidats, eh bien, nous réunissons donc en commission pour pouvoir étudier donc chaque dossier que nous recevons et ainsi donc classer la totalité de ces dossiers. Alors, la particularité de ce classement, c'est que nous opérons donc 3 listes différentes. Nous avons une liste avec tous les candidats qui sont titulaires, qui seront titulaires à la rentrée de 2021, donc d'un baccalauréat technologique, tout bac technologique confondu. Hein, nous n'excluons aucun bac technologique, pas plus que nous n'excluons d'autres baccalauréats. La deuxième liste est constituée donc des candidats titulaires d'un bac professionnel, même chose. Tout bac professionnel, donc en tout cas, tout bac professionnel, nous étudions le dossier. Et puis la troisième liste concerne donc les candidats donc, qui auront un baccalauréat général. Et donc, 3 listes indépendantes, et chacune de ces listes remonte sur la plateforme et permet à un moment donc la constitution d'une classe globale, puisque au final, dans notre classe, nous devons respecter donc un pourcentage de recrutement de bacs généraux, de bacs technologiques et de bacs professionnels. Après, donc, les résultats de ces commissions donc, sont communiqués donc, par le biais de la plateforme. Et puis après, donc, vous avez à suivre les différentes étapes pour une inscription administrative. Mais à partir du moment où vous avez un avis positif, c'est-à-dire un oui définitif qui est posé sur la plateforme, si vous n'avez pas si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr de vous, eh bien là, vous pouvez appeler l'établissement sans aucun souci et on vous répondra, vous permettant ainsi donc de n'oublier aucun élément pour votre dossier. Donc, après le BTS, nous avons 3 possibilités, qui est la poursuite d'études, de partir dans la vie professionnelle et de faire un service civique. Donc, nous allons désormais vous présenter certaines poursuites d'études envisageables. Donc, nous allons vous parler des licences professionnelles. Donc, il est possible de faire la licence professionnelle intervention sociale, ressources humaines, gestion de la protection sociale et gestion des entreprises et de l'économie solidaire. Donc, ces formations sont possibles, peuvent se faire dans les villes de Rennes, Rouen ou bien Caen. Alors, une petite précision. Donc, beaucoup d'étudiants espèrent pouvoir continuer en ressources humaines, pour ceux en tout cas qui veulent faire une licence professionnelle. C'est la licence qui est la plus prisée. Maintenant, ça nécessite bien évidemment de faire des démarches dès le début de la seconde année, parce que qui dit licence professionnelle, eh bien, dit bien évidemment la nécessité d'avoir une entreprise qui permet donc cette formation. Donc, ce n'est pas forcément si simple que ça, mais c'est une possibilité. Nous avons des étudiants donc, tous les ans qui entrent dans ce type de formation. Concernant, pour compléter ce que vient de dire Marine, l'intervention sociale, donc il y a des spécificités au niveau de cette licence professionnelle intervention sociale et des spécificités qui vont vers des publics, notamment le public vieillissant, le public en situation de handicap, et le public adolescent avec des parcours compliqués. Donc la partie protection sociale, donc elle est très très spécifique, elle est très technique, mais ça peut aussi intéresser un certain nombre d'étudiants. Quant à la partie économie solidaire, donc c'est c'est un thème qui est dans l'air du temps à l'heure d'aujourd'hui et qui attire donc un nombre d'étudiants. On va peut-être
un petit peu plus limitée que les autres ressources humaines, les autres licences professionnelles, pardon, mais qui a aussi le mérite, on va dire, d'exister et d'amener un élément supplémentaire dans le champ des possibles. Concernant la licence RH, ça fait partie des licences qui offrent la possibilité aux étudiants de partir dans des secteurs totalement différents que le secteur sanitaire et social. Donc, c'est un BTS qui vous permet qui ne vous enferme pas forcément dans le secteur sanitaire et social avec une poursuite d'études comme les ressources humaines. Vous pouvez partir dans des secteurs divers et variés. Pour poursuivre, nous pouvons aussi continuer avec une licence générale, comme par exemple la licence Management du social et de la santé qui se fait à l'IAE de Caen. Mais nous pouvons aussi partir en fac de psychologie, par exemple, ou sciences de l'éducation, mais aussi poursuivre, pourquoi pas, avec des formations en université. Alors, sur ces licences générales, et si on prend une petite minute sur la licence qui est affichée, Management du social et de la santé, c'est une licence qui est vraiment une licence très intéressante pour la poursuite d'études des jeunes de BTS SP3S. Et aujourd'hui, nous avons un partenariat avec l'IAE et tous les ans, donc, sur la promo sortante, il y a au moins 3 ou 4 étudiants qui entrent à l'IAE et qui entrent malgré les sélections de façon quand même assez simple. Donc, c'est vraiment une structure intéressante. Et lorsque l'on entre dans ce type de formation, donc on s'engage par contre à aller sur on va dire sur un circuit de formation qui nous amène jusqu'à un master 2. C'est quand même l'idéal. Et le métier derrière, les métiers derrière, ce sont des métiers de direction, notamment la prise en main de structures médico-sociales comme des EHPAD. Voilà. Concernant les licences dont parlait Marine sur l'université, ce sont les sciences humaines, en effet, qui sont les plus prisées. Et les sciences de l'éducation en parallèle, comme elle le précise. Donc, nous allons vous présenter des métiers qu'il est possible de faire pour nos stages, tels que l'assurance maladie, le CMS, l'ADMR et le CHU, dans lequel vous pouvez faire votre stage de première ou de deuxième année. Alors, donc, au niveau d'un premier métier, dans lequel donc, nous avons décidé en fin de compte d'en mettre 3 parce que l'un amène vers le second qui amènera vers le troisième. Donc, un métier intéressant, donc c'est le métier donc, de téléconseiller donc, au sein de l'assurance maladie. Donc, l'assurance maladie, pour la petite histoire entre guillemets, a été quand même la structure qui a été à l'origine de la demande de la création du BTS SP3S. Donc aujourd'hui, c'est un lieu de stage privilégié. Et derrière, donc on entend bien évidemment le fait qu'il propose des métiers en lien donc avec ce BTS. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le métier de téléconseiller? Eh bien, c'est un professionnel qui, au niveau donc de la caisse primaire d'assurance maladie, va se retrouver en première ligne concernant donc l'accueil des usagers. Et en première ligne, eh bien, il va être sur l'information et l'orientation des assurés, après avoir entendu bien évidemment le pourquoi de leur appel. Et cette première ligne, en tout cas sur l'assurance maladie, commence par leur plateforme téléphonique. Donc, les nouveaux arrivants, les nouveaux professionnels ne sont pas en accueil direct, ce qui permet aussi de mettre une certaine distance et puis de prendre tout doucement confiance en soi. Après quelques mois d'expérience, ce métier-là se poursuit avec une formation interne parce que au fur et à mesure, eh bien, on attendra de ce professionnel qui soit en capacité de répondre à de plus en plus d'informations. Et l'accueil direct, cette fois-ci, pourra se mettre en place. Donc, de téléconseiller, eh bien, le professionnel va passer au métier de conseiller. Donc, et là, il aura également donc la mission d'informer et d'orienter les assurés par rapport donc à leurs demandes. Donc, par rapport à des professionnels de l'assurance maladie qui sont plus qualifiés, ou en tout cas qualifiés dans un domaine très particulier. Ce qui amènera notre conseiller, s'il le souhaite bien évidemment, à un moment aussi à se spécialiser dans une prestation par exemple particulière qui pourrait être la prestation d'invalidité
et prendre le poste de technicien de prestation. Donc, les postes de technicien de prestation sont importants au niveau de l'assurance maladie. Mais voilà, on n'arrive pas directement technicien de prestation. Généralement, il y a des étapes à franchir avant, des formations internes qui se mettent en place pour pouvoir acquérir de l'expérience et puis monter en puissance au niveau de ses connaissances. Donc, sur ces postes-là, sur ces métiers-là, il y a aussi toute une partie, on va dire, de veille dans laquelle doit se positionner donc, le professionnel. Et notamment, il doit être en capacité, donc que ça soit à distance ou en direct, de détecter assez facilement des situations qui pourraient être des situations à risque. Donc, quelqu'un qui est en début de maladie professionnelle, par exemple, qui est complètement perdu sur les démarches à suivre, sur les déclarations à faire, ou par exemple un autre usager qui pourrait être complètement aussi dans l'incompréhension totale de ses droits, avec des attentes qui n'arriveront jamais, par exemple, ou alors avec des droits dont il ne connaît même pas l'existence. Donc voilà, ça, l'assurance maladie reste véritablement donc un partenaire de choix par rapport à l'insertion professionnelle. Alors, un autre poste possible et un autre lieu de stage aussi possible après le BTS SP3S, c'est le poste de référent administratif, donc au sein d'un centre médico-social. Donc dans ce cas-là, le référent sera le collaborateur direct du responsable du territoire et il réalisera donc différentes activités. Par exemple, il va gérer l'organisation de l'accueil des différents publics. Donc il va accueillir les publics, il va les orienter vers d'autres professionnels quand c'est nécessaire, mais surtout, il va assurer l'encadrement des agents d'accueil. Donc, par exemple, il va établir des plannings, il va définir les activités que les agents d'accueil doivent mener, etc. Une autre activité que le référent administratif peut mener, c'est le partage d'informations au sein du territoire. Donc, il va réaliser de nombreux supports de communication, donc des courriers, des notes de service, des notes internes, élaboration de rapports aussi. Et il va participer à des réunions et animer aussi des réunions du coup, avec l'équipe des agents d'accueil, puisque c'est lui qui va être au niveau hiérarchique juste au-dessus. Et enfin, donc, un autre exemple d'activité que peut mener le référent, c'est la participation à l'élaboration de projets territoriaux. Donc dans ce cas-là, il va participer également à des réunions donc, avec des partenaires pour échanger sur les différents projets en cours. Donc par exemple pour favoriser l'insertion des familles monoparentales, pour lutter contre les violences intrafamiliales ou encore pour accompagner le vieillissement sur le territoire. Donc voilà ce que peut faire un référent administratif en territoire de solidarité donc, au sein d'un centre médico-social. Une autre structure qui peut accueillir un stagiaire et donc après un professionnel, c'est l'ADMR, donc Association d'aide à domicile en milieu rural. Alors, un exemple d'ADMR, mais il y a beaucoup de structures d'aide de maintien à domicile aujourd'hui, c'est très développé. Donc, l'ADMR propose différents services à la personne qui répond aux besoins de différents publics, tels que les familles, les personnes en situation de handicap ou encore les personnes âgées. Et dans le cadre de l'accompagnement des personnes âgées, le titulaire du BTS SP3S a toutes les compétences pour occuper le poste de référent de secteur. Dans le cadre de ce poste, il a pour mission d'assurer la gestion quotidienne du service, c'est-à-dire de s'assurer du bon fonctionnement du service et de la continuité de ce service. Et donc pour cela, il aura différentes tâches à accomplir. Donc une des premières tâches et des principales, c'est l'accueil téléphonique et physique des salariés et des usagers, puisque le référent de secteur est le premier interlocuteur des salariés et des usagers. C'est-à-dire que si, par exemple, un salarié est malade, la personne qu'il contactera en premier lieu, c'est son référent de secteur, puisque c'est ce référent de secteur qui devra par la suite trouver un remplaçant pour permettre que Monsieur X ou Madame Y puisse avoir sa toilette ce matin et ne se trouve pas
seul parce que le salarié qui était censé intervenir est lui-même malade. De même, si un usager rencontre des difficultés relationnelles, par exemple, avec un salarié, il va en premier lieu contacter ce référent de secteur. Donc, l'accueil téléphonique et physique est une tâche très importante sur le poste de référent et nécessite donc des qualités d'écoute de la part du professionnel. Une autre tâche qui peut être réalisée par ce référent de secteur, c'est la gestion de la planification des interventions. Donc là, c'est une longue gymnastique à réaliser pour le référent de secteur, puisqu'il est chargé de l'élaboration des plannings de tous les salariés et de s'assurer qu'il y ait des interventions de mise en place chez tous les usagers de son secteur, en prenant en compte différents paramètres tels que les besoins des usagers, c'est-à-dire pour quel motif l'intervention est mise en place. Est-ce que c'est pour de l'aide à la toilette? Est-ce que c'est pour des heures de ménage? Est-ce que c'est pour de l'aide au repas? Il doit prendre également en compte le plan de financement, c'est-à-dire combien d'heures sont financées, à quel nombre d'heures a droit l'usager. Et il doit également prendre en compte le contrat de travail donc, du salarié pour être sûr d'avoir le droit de faire travailler ce salarié-là à cet instant-là. Et si par exemple à ce moment-là le salarié se trouve indisponible, il faudra alors trouver un autre salarié, ce qui a conduit à une autre tâche, c'est l'élaboration de contrat de travail. Si à un moment donné il y a un remplacement à faire, il devra à ce moment-là lui rédiger ce contrat de travail. Donc, dernier exemple pour finir, le titulaire du BTS SP3S peut exercer le poste de secrétaire médico-social. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, il peut exercer ce poste au sein de structures très différentes. Par exemple, au sein d'un établissement de santé, donc soit en hôpital, soit une clinique. Il peut aussi exercer au sein d'un centre médico-social, donc une structure qui vous a été présentée tout à l'heure par une de mes collègues. Et puis, au sein du siège social d'une association sanitaire et sociale, comme par exemple l'association des paralysés. Les missions, par contre, vont être très variées en fonction du poste qui va être occupé. Donc, pour ma part, je vais vous présenter quelques exemples d'activités que peut mener un secrétaire médico-social au sein d'un établissement de santé. Donc, il va lui aussi, bien entendu, assurer l'accueil physique et téléphonique, c'est le premier interlocuteur, et il va informer et orienter l'usager. Il va organiser la prise en charge des patients, puisqu'il peut être amené à planifier les différents rendez-vous que le patient va avoir. Il faudra par la suite qu'il mette à jour le dossier des patients, puisque aujourd'hui, le parcours du patient est formalisé sous la forme de dossier, et donc c'est souvent maintenant très numérisé. Et puis, il peut aussi être amené à saisir des comptes rendus, soit médicaux, soit opérationnels. Voilà, donc on arrive au bout de notre présentation. On s'excuse un peu par avance quand même parce que nous avons un petit peu plus long que le temps qui nous était imparti au départ. Mais pour terminer, donc, sachez que des journées d'immersion sont possibles en BTS SP3S. Il faut prendre contact avec le secrétariat de direction, Madame Couturier, et le numéro de téléphone est affiché sur la diapositive. Les portes ouvertes au niveau du supérieur sont prévues les 5 et 6 février 2021 pour le moment. Donc, nous sommes, comme tous, ultra dépendants du protocole sanitaire. Donc, nous verrons bien si ces dates sont maintenues. Et si elles ne sont pas maintenues, nous trouverons des solutions pour pouvoir, donc, à un moment, être visibles et vous permettre de venir à notre rencontre. Voilà, donc pour le diaporama, c'est terminé. Donc, nous revoilà à l'affichage. Donc, nous vous remercions donc de votre écoute. Je remercie également de façon très appuyée les 2 étudiantes qui sont présentes, qui ont fait un gros travail de recherche, qui ont également donc passé beaucoup de temps à faire leur diaporama. Donc, mesdemoiselles, je vous félicite. Et donc, c'est des atouts pour la suite de votre parcours et c'est très bien. Vous êtes à votre place dans cette formation-là, vous nous en avez montré bien évidemment les éléments maintenant. Donc mes collègues que je remercie également
donc par rapport à cette rencontre. Et puis Rodolphe, notre informaticien, qui est quand même avec nous depuis le début de la matinée et qui nous permet bien évidemment d'avoir des visios donc de qualité. Voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.